Visibility is almost zero. Anyone gets lost, hone into my suit's telemetry. You ready? Ready! Bonjour et bienvenue au Festival des bons films, épisode 4. Donc autour de nous, de nouveaux invités encore, de nouveaux visages, tout beau, tout frais. On a Mathieu Gaillet qui est avec nous. Bonjour. Patron de Onlike. Non, pas patron, rédacteur sur Onlike. Ah, tu es modeste, c'est bien. On est une équipe avant tout. Voilà. On a Dominique aussi qui est de Silence Action. Salut. Ça va bien? Ça va. Tranquillement. Tranquille. Et puis Céline qui nous vient du Bleu du Miroir. C'est ça, bonjour. Et puis avec Marc, mon comparse qui vient des Carnets du Lieutenant Schaffer et aussi de Filmosphère. Au niveau du programme, nous avons donc Matt Damon qui est seul sur Mars. Nous avons le Curieux The Lobster de Yorgos Lanthimos. Nous avons The Walk, donc le dernier film de Robert Zemeckis, et Le Fils de Saul qui a été Grand Prix à Cannes de Laszlo Nemes. Donc nous allons parler en classique d'un film de Bernardo Bertolucci qui ressort, Conformiste. Le Conformiste, qui ressort en version restaurée et qu'il faudra découvrir à tout prix. Mais tout d'abord, donc en première partie, nous allons aborder une question ardue, mais une question qui fâche également. Donc en première partie de ce festival des bons films numéro 4, nous allons aborder donc le cinéma français à partir d'une question qui a été posée par les Cahiers du cinéma dans leur numéro du mois de septembre, où dans leur édito, Stéphane Delorme posait la question du vide politique dans le cinéma français, prenant autant à partie les comédies populaires qui sont sorties cet été comme Un moment d'égarement qui leur a servi de une, que La loi du marché, que Dipan, Maryland, enfin ça a tiré à boulet rouge dans tous les sens. Donc est-ce que le cinéma français, en tout cas actuel, est-il vide de politique? Mathieu, est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors j'ai pas lu le papier des cahiers. Je pense que la question est un peu générale. La politique dans le cinéma français, on l'aborde dans pas mal de films quand même. C'est juste qu'on a on n'a pas la même façon de le faire que nos grands amis américains, par exemple, qui ont tendance à utiliser la politique, même très récente, dans la plupart de leurs films. On parlait tout à l'heure en off de American Sniper, etc. Donc eux, ils l'abordent assez frontalement. Nous, on est plus dans la réflexion, on prend plus le temps, on a du mal à aborder les sujets récents. Mais néanmoins on le fait quand même de temps en temps. Alors je sais pas si un moment d'égarement ça doit être politique quelque part, j'ai pas l'impression. Je m'intéresserais plus effectivement à des films comme Dipan qui sont quand même éminemment politiques, dans le sens où ils traitent de l'actualité, ils traitent de sujets assez concrets, et en même temps on a un vrai réalisateur derrière qui fait un vrai film avec une histoire à lui, qui en profite pour surligner un peu des faits qu'on voit malheureusement tous les jours dans l'actualité. Après, l'argumentation sur Dipan, pour les citer, c'était l'exemple de la BFimisation des cerveaux quand même. Ils attaquaient Audiard en disant qu'ils ne reprenaient que les clichés sur les banlieues et qu'ils s'en servaient juste un peu pour faire la promotion de son film, quelque chose de gratuit, et essayer que l'histoire sociale de Dipan et son parcours de la guerre, c'était vraiment un prétexte, alors que ça sombrait vraiment dans les clichés, en tout cas sur les cités. Oui, mais bon, après, ça c'est le cahier, ou c'est le rédacteur qui fait le choix de le percevoir comme ça. On en avait déjà parlé dans la précédente émission de la vision de la cité, de pourquoi sur quel cliché il s'appuie, à quel moment il s'en émancipe, etc. Maintenant, je trouve que c'est très réducteur de voir le film d'Audiard comme un truc qui va se servir des clichés sur la cité comme tremplin vers la popularité, vers la Palme d'Or, vers le film coup de poing, etc. C'est un peu plus complexe que ça. Comme on en avait déjà parlé, c'est avant tout un film qui raconte une histoire, une vraie histoire. Il était une fois Dipan, l'homme qui n'aimait plus la guerre. Et la banlieue, elle sert de fond. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est un film qui va... Je sais pas, moi j'ai beaucoup lu que c'était film de FN, etc. Machin truc. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il entend par là, Stéphane Delorme, sur les banlieues, sur la vision des banlieues, mais comme quoi c'est un petit peu cliché, la vision d'Audiard, qui est censé quand même être un auteur
qui va un peu plus loin que ça, quoi. Ouais, enfin, tous les films sur la banlieue après véhiculent une certaine image. Après, on a des comédies avec Omar Sy, on a des films plus durs, des films un peu plus d'action comme Dipan, mais qui sont aussi des. Enfin, Audiard, c'est quand même le cinéaste du réel qui fait dans chaque film référence à quelque chose de très concret, qui en même temps après superpose une histoire d'amour, effectivement une histoire d'un mec un peu plus violent, mais son film il se tient aussi sur une réalité de quelqu'un qui vient d'un pays où il était dans l'armée. Donc à un moment, il faut savoir qu'on fait un film. Pas non plus enfin là on fait un film de fiction en plus, c'est pas un documentaire, donc si on lui reproche de faire un peu de surdramatisation, faut plutôt aller voir des documentaires dans ce cas. Ouais, Dominique, toi qui as parcouru un peu le dossier. Bah, de toute façon, par rapport à Dipan, d'accord, il y a des clichés, mais les clichés ça part de quelque chose qui est réel de toute façon, donc ça part de la réalité, sinon il n'y aurait pas de clichés. Après, je pense que sa volonté à lui, c'est pas de faire un film qui dépeint la banlieue. Le problème, c'est que, évidemment, par rapport à la Palme d'Or, ça crée un rayonnement, et on peut dire, ah voilà, putain, la banlieue en France, c'est ça, quoi. C'est, oh, les mecs, des no-go zones, tu vois, comme il y a eu aux États-Unis, là, je sais plus quelle chaîne qui parlait de ça. Du coup, il y a ce machin-là, mais après, faut faire justement la part de la fiction, du réel. Ou c'est même ici vous parliez de Audiard qui prend un truc social pour nourrir le genre en fait. C'était toi qui parlais de ça d'ailleurs, non? Je sais plus. Tout le monde, enfin oui, on a parlé. Ouais. Je suis d'accord. Après, pour moi, Dipan, il y a un côté vachement maladroit par rapport à la fin du film, par rapport à son mode. Et qui passe en mode vigilante movie. Ouais. C'est la plupart des critiques qui reviennent là-dessus. Mais moi, pendant 3/4 d'heure, pendant les 3/4 du film, je me disais ouais, ça va être la Palme parce que c'est super bien écrit, c'est super touchant. Et à la fin, je me suis dit mais non, là, il est parti, le mec, il a tout un coup. Pour moi, c'est une maladresse en fait. C'est une maladresse de dire je vire vraiment dans le genre sans réfléchir à ce que ça raconte fondamentalement finalement. C'est quand même une prise de position, virer dans le genre. C'est une prise de position mais qui est pas politique du coup. Alors que. Si, parce que tu te sers du genre pour alimenter un film qui reste quand même un minimum politique. C'est juste que tu le fais autrement que à travers le prisme. Mais après, cette question-là, justement, par rapport à notre film qui a été primé à Cannes pour le prix d'interprétation, La Loi du marché, elle est aussi prise en exemple, en tout cas comme un des pires exemples par les cahiers de cinéma. Ouais. Comme quoi, le cinéma politique, en tout cas comme on l'entend, n'est plus militant ou engagé. Maintenant, c'est remplacé par un cinéma dit social, qui est juste un constat. Et voilà comment c'est aujourd'hui. Mais on n'apporte aucune solution, aucun regard, aucun angle intéressant. D'après toi, Céline, à quoi c'est dû le fait qu'on ne veuille rien dire un petit peu sur la politique Mais je sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je suis d'accord avec toi sur Dipan par rapport aux clichés sur la banlieue et sur la fin qui était impossible. C'était pas possible de terminer le film comme ça et qui était très très bien pendant les 3/4 et puis ensuite qui partait totalement. Qui n'avait aucun intérêt malheureusement. Mais je suis pas certaine que le film ait gagné la Palme d'Or par rapport à son aspect politique. Je pense surtout que les frères Cohen ont voulu le récompenser parce qu'ils avaient aimé Un prophète et qu'ils s'étaient dit il serait temps de le récompenser maintenant. Il y a un petit peu de choix préférentiel toujours je pense, oui. Au niveau des jurys à Cannes. Mais pour terminer sur Dipan a fait 632 000 entrées à l'heure où on enregistre cette émission. Et actuellement, on a Aladdin qui a dépassé déjà les 2 800 000 entrées en France. Est-ce qu'on a aussi ce côté-là où le cinéma politique en France ça ne fonctionne pas parce qu'il faut financer les films et il faut rentabiliser les producteurs? Oui, mais est-ce que la question, après je sais pas, est-ce que les cahiers veulent chercher absolument à avoir du politique partout? Je sais pas, est-ce qu'il faut avoir du politique dans chaque film? Je suis pas sûr. Aladdin fait un score comme ça parce que si il a un acteur principal qui a déjà un certain succès, qui a un certain public, qui du coup ramène des gens en salle. Donc après faut pas tout mettre sur les mêmes. Évidemment. Tout comparer, mais effectivement, il y a ça. Le cinéma purement politique intéresse un peu moins les gens. Après, ça dépend aussi de quelle façon et de quelle forme il prend. Et puis après, il faut voir, est-ce qu'on est prêt à financer beaucoup plus de films. Moi, je pensais surtout à des choses comme L'Exercice de l'État, par exemple, qui est une satire de la politique, ou Quai d'Orsay, qui sont des films finalement avec un peu plus de légèreté, mais aussi un peu plus de travail sur le fond, et qui, alors j'ai pas les scores, j'ai pas le box-office de chacun de ces films, mais c'est sûr qu'on n'atteindra jamais des scores de comédie et qu'il faut pas non plus aller se poser la question. Mais après, le truc qui est paradoxal, c'est que les comédies, comme les nouvelles aventures d'Aladin, c'est que paradoxalement le film reflète une vision politique en fait. C'est ça que le pire. C'est-à-dire que c'est quand même ça va être un film de producteur conservateur qui entretient le public dans son ignorance avec des blagues gentilles qui racontent rien. Donc finalement, c'est aussi une forme de position politique de la comédie. Hein. Parce que tu peux avoir des comédies avec du fond comme Le Tavernier.
Tu peux avoir même des films légers qui racontent quand même des choses. Mais après, est-ce que c'est une volonté vraiment cynique de garder les gens dans l'ignorance? Bah oui, pas parce forcément, puisqu'ils peuvent être juste dans l'idée, c'est juste que ça rapporte de l'argent. Oui, mais Et que ça passe en télévision après. Voilà. Surtout, les films comme Aladdin sont quand même préformatés, surtout sur le ton, pour que ça puisse passer à 20h50 ensuite. Donc, Dipan passera plutôt sur des chaînes Comme France 2, Ouais. cryptées ou en deuxième partie de partie. soirée ou un dimanche soir un peu musclé, mais ce sera pas de la grosse comédie qui passera et qui sera extrêmement populaire. Mais je sais pas. Après, moi, je partirais sur le fait qu'il faut faire des films un peu pour tout le monde. Et même si évidemment Aladdin, c'est pas ça qui va rehausser le niveau, peut-être que si ça plaît à énormément de gens, c'est aussi qu'il y a un public pour ça. Donc ah oui, le problème c'est pas le public. Ouais. Ça, tu Mais l'auras après, toujours. il y a le peut-être la public différence de entre Kev Adams, tu l'auras. Hein. peut-être la différence entre aussi les critiques, enfin tous les gens qui pensent sur le cinéma et qui trouveront plus à manger sur des films évidemment un peu plus difficiles ou un peu plus complexes. Et puis après, il y a des films populaires qui marchent bien, mais qui sont moins politiques. Dominique? Moi sur Aladdin, enfin voilà, t'as toujours une comédie populaire en salle maintenant tout le temps. Il n'y a jamais de vide pour ça, comme les films d'animation pour les gamins. Je suis allé revoir Seul sur Mars mercredi. Il y avait des gamins partout dans le ciné, c'était horrible. Je disais, mais ils vont, enfin, quand tu vois la C'était liste les de films vacances. d'animation. Après, tu vois qu'au niveau de la production, forcément, ça reste une industrie, le cinéma, et tu fais des choses qui sont sûres et qui vont te rapporter. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des choses un peu risquées. En France, on n'a pas de mécènes un peu comme ça. Après, on va en revenir au problème de financement des chaînes de télé qui Mais- financent le truc pour la loi du prime time. Ouais, mais c'est Donc ça, le problème, c'est que les chaînes, elles vont évidemment pas chercher les auteurs, elles vont évidemment pas chercher le cinéma qui fait réfléchir, parce que si tu réfléchis, tu vas pas regarder TF1. Et donc le problème, c'est que pour te faire regarder TF1, il faut t'amener des films avec Gad Elmaleh ou Pourquoi j'ai pas mangé mon père ou des trucs comme ça. Et Et surtout que pour ramener suffisamment d'argent, on ne peut plus dire certaines choses si on veut être sûr d'avoir les financiers derrière qui financent le film. Ou alors, il faut être vraiment producteur et amener son propre argent, quitte à tout perdre. faut que Luc Besson. Il faut être Luc Besson qui Ouais, mais en mais- même temps, quand on voit ce que fait Luc Besson, Mathieu, Non, mais attends, moi après j'aime bien Luc Besson, sauf son dernier film. Mais non, après, son prochain. effectivement, Le dernier sur l'aspect politique des choses, sur Lucie. Sur l'aspect politique des choses, évidemment, on a des produits préformatés, mais qui sont pas non plus dénués de gens talentueux derrière. C'est juste qu'on leur demande de faire des choses qui rentrent dans des cases et qui du coup sont moins intéressantes. Après, effectivement, quand t'as mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui cartonne, quand on reprend la moitié du casting pour faire, je sais plus, les profs et puis ensuite Aladdin, etc. C'est des comédies qui se basent un peu sur la même grille et du coup qui ramènent les mêmes succès à chaque fois. Après, quand tu parles qu'il y a des gens pas dénués de talent, je pense que derrière les gens qu'on fait Aladdin, il y a vraiment personne qui a du talent. Le réalisateur n'a vraiment, le réalisateur a rien fait. Son premier film, Oui, c'est c'est le un premier film à film. 15 millions d'euros. Le gars, c'est juste un pote de Kev Adams qui a réalisé un épisode de la série Zach. Zach. Oui, avec Kev Adams dedans, je crois, c'est ça. Oui, oui. J'ai pas vu Aladdin en fait. Et donc voilà, il est où le talent? Enfin, moi, je me souviens, j'avais vu les coulisses du tournage en reportage M6, machin truc. C'était le clown, les costumes, c'était le clown de Montmartre, machin truc. Il est où le talent, Personne quoi. n'a vu Aladdin ici en fait. J'ai vu quasiment tous les films en salle, mais celui-là, je me suis dit, J'ai vu le clip. Je me suis arrêté quand il y a eu les paroles. Jean-Michel, Avec ils vendent Black M. déjà Aladdin, ils vendent du rêve. Donc je fais. Tu Non, t'arrêtes c'est- à la bande-annonce en fait. Voilà, mais est-ce que, bon, on en est un peu un constat catastrophique, constat alarmant même selon Stéphane Delan, mais est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir, Céline, quand même, pour le cinéma français? Mais c'est ce que dit Nicolas Boukrieff dans sa réponse au cahier du cinéma. Réalisateur de Men in France, qui va bientôt Exactement. sortir. Il dit que pour lui, le cinéma français n'a jamais été un cinéma vraiment politique. Il parle un petit peu de la nouvelle vague d'ailleurs, mais aujourd'hui, quand on voit les chiffres au box-office, on se demande si le public a encore envie de voir des films politiques. Il parle en expliquant que le public français cherche du divertissement avant tout. Il cherche à se vider la tête de son quotidien, des difficultés actuelles. Et je pense que voilà, ils ont juste pas envie de revoir de la politique à l'écran. Et ils essaient d'aller voir du divertissement pur, qui est malheureusement de qualité assez. Mais c'est dommage quand tu peux allier les deux en plus. Mais Parce exactement. que t'as plein de films qu'on pourra trouver ludiques, presque, dans le cinéma américain, ou pas que ailleurs, pas que dans le cinéma américain, mais des films qui vont avoir un minimum de fond, de sens, de trucs, de fond politique, qui vont être assez grand public, qui vont cartonner. Alors qu'est-ce que j'ai en tête là comme. prends du Will Ferrell. Prends du Will Ferrell. Hein Non, mais comment son mais film sur les tiens, élections tu prends une comédie comme tu fais bien en parler. Tu prends une comédie, celle d'Adam McKay, comme Very Bad Cops.
qui s'appelle The Other Guy. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas leur meilleur film, je pense, mais Un de leurs meilleurs. bon, moi j'ai quand même aimé, mais je leur préfère d'autres. Mais bon, c'est un film qui te raconte néanmoins des choses, qui fait l'effort de te raconter d'un sujet, de te parler d'un sujet grave sur le détournement de fonds. On est en plein d'actualité. Il le fait peut-être maladroitement, il ne fait peut-être qu'est-ce qu'il s'est fait, mais au moins c'est là, au moins il en parle. Et en plus, c'est limite si ça dicte pas le sujet du prochain film d'Adam McKay qui est The Big Short, où on parle des types qui ont justement qui ont été en plein dans les subprimes de 2008, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà, donc, Et donc pourtant ça reste une comédie fandarde, on se pète la gueule devant Mark Wahlberg et Will Ferrell. Et c'est comme si en France on essayait absolument de séparer la réflexion du divertissement, Ouais, comme si on ne exactement. pouvait pas allier les deux. voilà. Donc, Mais- Non, mais le vide, il est pas Oui. que politique. C'est par exemple Johannes Farr là qui a parlé du cinéma fantastique. Ça, on n'a pas vraiment de place au fantastique en France. Enfin, on a plein de lacunes. Mais pour moi, bah, voilà, la source du mal, c'est l'argent, la production. Enfin, c'est la source de C'est la financement. volonté, Ouais, c'est mais la en volonté même temps- derrière. On a encore Oui, beaucoup de c'est- complexes à vouloir, effectivement, comme tu dis. je pense que mélanger- les scénarios sont là, les scénaristes sont là, les réals sont là. Mais faut leur donner les moyens de faire les films. C'est Après, il y a quand même pas mal de petits films qui se font, de petits films, entre guillemets, mais de films effectivement qui sortent et qui trouvent pas leur public, mais qui sont des tentatives. Alors il y a des choses réussies ou pas. Moi, je soulignerais l'arrivée en novembre des Cowboys, Oui. notamment, qui est un de film. Thomas Biguin. Alors là, pour le coup, c'est pareil, c'est un film sur un contexte extrêmement réel, qui est le départ au djihad d'adolescents et la difficulté pour les parents ensuite de gérer ça derrière. Mais évidemment, le film, c'est pas un documentaire, donc ça raconte au-delà l'histoire d'une famille, il y a des sentiments, il y a voilà. Et c'est un film assez ambitieux. Je pense que ça va être très compliqué à vendre aussi et à vendre et à trouver un public, mais c'est un film qui tente beaucoup de choses en tout cas. Et c'est, je pense, Après, à ça saluer. montre justement que moins le budget est grand, plus les producteurs et en tout cas les personnes impliquées dans le film ont de pouvoir dessus et peuvent raconter ce qu'ils ont envie. Après, plus l'argent augmente, plus le budget augmente et moins ils ont de liberté et de faire un film qui ose parler des choses qui fâchent. Mais après, tu vois, ce qui va être dommage, c'est que je me souviens qu'il y a un chiffre de l'année dernière ou de 2013 voulait que 10%, 10% des films français soient rentables. Et le pire, c'est que je me dis que même dans des... Bon, déjà, il y a dans les films pas rentables, il y a les comédies trop chères qui ne font pas assez d'entrées, donc les superchondriaques qui sont comptés trop chers pour rapporter quoi que ce soit. Mais et là où c'est plus chiant, c'est que même des films avec des petits budgets, tu vois, je vais prendre un autre exemple un peu du même genre, c'est Ni le ciel ni la terre, qui est vraiment un de mes gros coups de cœur de cette année. C'est un tout petit film à 2-3 millions d'euros. Le film, néanmoins, malgré ces 2-3 millions d'euros, il va avoir du mal à se rentabiliser avec ses 30 000 entrées. Hein. Ouais. Et derrière, le producteur, il faut qu'il en veuille s'il cherche à produire autre chose. Surtout que j'imagine qu'ils se sont serrés la ceinture pour faire un film de guerre en Afghanistan à 2 ou 3 millions d'euros, Voilà, qui fait bon. 30 000 entrées. Ouais, Mathieu, un dernier mot. Un dernier mot, ça me fait penser un peu à L'Ordre et la morale aussi, qui était un film extrêmement, puisque moi j'ai beaucoup aimé. Mathieu Kassovitz. Et de Kassovitz, et qui était très ambitieux. Ils ont mis beaucoup de moyens pour aller tourner vraiment là-bas et ramener beaucoup de moyens techniques et faire le meilleur film possible. Et c'est un film qui n'a pas du tout trouvé son public, alors qu'on en avait quand même finalement pas mal parlé. Donc, ouais, est-ce que du coup aujourd'hui on a encore la motivation de faire beaucoup de films politiques? Je suis pas sûr. Après, Mais, quel est juste pour terminer là-dessus, quel est le dernier gros succès français, on va dire un film à plus de 4 millions d'entrées, 5 millions d'entrées, qui est je sais pas si vous avez un exemple récent, peut-être, qui a Après, je un sais pas minimum de je sais pas fonds. s'il faut fixer des marches comme ça pour. Bah, sans qu'il démarche, mais un film qui a été assez Mais- populaire, qui a été vu et qui sera un peu... tu vas revenir intouchable. Attention. Ouais, mais moi j'aime beaucoup Intouchable et je trouve qu'effectivement ça dresse un portrait un peu plus optimiste que la plupart des autres films, mais qui est pas inintéressant et qui est effectivement un Des hommes et des fond dieux, tiens, politique peut-être. ou... Voilà. Mais là, après, on revient un petit peu dans Non, le ça film fait 200 social millions. qui dresse un portrait. Mais comme quoi on peut mettre de l'ambition dans des films qui ont des budgets assez confortables. Enfin, j'imagine, je sais plus, c'était 7 ou 8 millions Ouais. Intouchable au minimum. Et les mecs font quelque chose qui marche très bien. Et là, le public répond parce que justement, on utilise un fond social et par contre, on raconte une histoire qui tient la route avec des bons acteurs, etc. Enfin, Voilà. Mais Faire un vrai paradoxalement, film de le même cinéma. public va voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu après. Donc, est-ce qu'il est vraiment allé voir Intouchable pour le fond politique, et si tant est qu'il y a un fond politique. faut faire des films pour tous les publics en fait. Voilà. Et On donc, a cette théorie. Donc le prochain film donc, qui va ouvrir notre sélection de cette 4e émission, c'est un gros budget. Est-ce que c'est politique ou pas? Pas forcément, puisque c'est l'histoire d'un homme seul qui est perdu sur la planète rouge. C'est Seul sur Mars de Ridley Scott. This will come as quite a shock to my crewmates. And to NASA. And to the entire world. But I'm still alive. Surprise.
Nouveau film de Ridley Scott, Seul sur Mars. Alors Dominique, est-ce que ça t'a convaincu, ce film en 3D de science-fiction qui est assez ludique quand même, assez accessible à tous? Ouais, vachement. Super optimiste, super drôle. Beaucoup d'humour. Dans un film de survie, c'est quand même assez rare. C'est même ce qui fait en partie l'originalité du film, c'est que Matt Damon, donc, qui est laissé pour mort sur Mars par son équipe qui doit partir. Il y a des trucs qui m'ont paru un peu bizarres dans la logique du film, surtout en le revoyant. Enfin bref, c'est des détails. Mais le gars va pas baisser les bras en fait. Il va se dire bon bah ouais, si je suis seul sur Mars et que je veux survivre, il y a une mission qui arrive dans 4 ans, je fais ci, je fais ça et je vais pas me morfondre. Et du coup, tout le film va très très vite. Du départ, de lui qui commence à cultiver des patates. Sur Terre, il remarque bon, il y a un mec qui est encore là, vivant là-bas et il va falloir l'aider. Tout va super vite et il y a un dynamisme dans ce film par rapport au film de survie qui est assez rare, qu'on avait peut-être vu mais différemment avec le film de 127 heures. Danny Boyle. Danny Boyle, voilà. Mais lui qui dynamitait un peu les codes du genre avec ses effets qu'il aime bien, ces petits effets clipesques. Certains n'aiment pas, mais bon. Et là, du coup, ouais, ça marche vachement bien de pas être dans une logique classique du film de survie, en plus en étant sur Mars, même si le cadre, finalement, il importe peu par rapport à ce que raconte le film. C'est un peu l'enrobage, c'est vachement bien. Mais voilà. Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, mais... Ouais, donc, parce que beaucoup de critiques ont dit que Ridley Scott était de retour, donc apparemment il était parti. Oui, pourtant il est jamais parti. Non, mais ouais, j'ai vu le grand. Il était un peu en vacances. Scott, je sais pas. Non, mais je sais pas parce que ces 3 derniers films, c'est parmi les films les plus majeurs de sa carrière et parmi les plus personnels. On les aime ou on les aime pas, mais Exodus. Surtout Prometheus. Hein? Surtout Prometheus. Non, mais Exodus. mais surtout Prometheus en plus. Je sais que c'est un film qui divise, mais dans les faits, et même The Counselor, qui est un film qui est complètement Cartel en français. Cartel en français raté, qui est complètement conspué et qui d'ailleurs le film dont Ridley Scott est le plus fier et il en a parlé dans une interview récente accordée à je sais plus qui. Il a fait Alien quand même. Mince. Et évidemment, The Martian, on est tenté de dire parce que c'est un méga succès, c'est en passe de devenir son plus gros succès derrière, ou peut-être ça va doubler Gladiator. On sait pas. Aux États-Unis. Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, ça a cartonné. Je sais pas si c'est encore sorti en Chine d'ailleurs. Dans le monde, ça fait partie. C'est bientôt son deuxième plus gros succès. Il est à 40 millions de Gladiator. Il est pas encore sorti en Chine, je crois, mais pour l'instant, il a fait 400 millions de dollars dans le monde. Voilà. Donc évidemment, on va dire que c'est le grand retour de Ridley Scott. Parce que oui, c'est son retour au box-office parce que tous ces derniers films. Depuis Gladiator, Hannibal, bon, ces succès au box-office, ça a quand même été en dents de scie, donc il a été plus ou moins oublié, plus ou moins conspué par le grand public, etc. Même Prometheus, ça n'a pas non plus super cartonné. Et donc oui, on dit que c'est le grand retour, mais parce que c'est un film plus accessible que ces derniers, parce que c'est un film plus dans les tendances du moment, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de revival de la hard SF, machin truc. Il y a Interstellar qui est sorti l'année dernière, il y a Gravity, donc le film de Ridley Scott il s'inscrit dans cette tendance tout en désamorçant tout ce dont tu parlais, tu vois, il désamorce ses clichés, il joue de ses codes, etc. Mais du coup il se retrouve quand même à être plus accessible qu'un péplum biblique où j'ai eu plein de gens qui m'ont dit de toute façon je ne le verrai pas parce que les péplums bibliques ça m'intéresse pas, et 2 j'ai déjà vu le dessin animé, donc ouais là évidemment les gens ils disent le grand retour de Ridley Scott, mais bon il était jamais parti, j'insiste là-dessus. Voilà, donc en fait Seul sur Mars c'est une adaptation d'un livre d'Andy Weir qui est que nous avons même ici en exemplaire. Voilà. Si arrive à le prendre. Voilà, ici, Seul sur Mars. Donc là, c'est une réédition avec le film chez les éditions Brajlon. Et en fait, le livre, lui, reste concentré uniquement sur les rapports que fait continuellement l'astronaute perdu. Alors que le film, il passe plutôt aussi la moitié de son temps aussi sur Terre et sur toutes les personnes qui vont se rassembler pour essayer de le sauver. Qu'est-ce que tu en as pensé, Céline, toi Tu parles de Gravity et d'Interstellar, mais j'ai l'impression que le film ne leur ressemble pas du tout. C'est-à-dire que on est vraiment là dans un film de dans un survival qui est quasiment un feel-good movie, voilà, qui est vraiment bourré d'humour, avec Matt Damon qui joue à MacGyver sur Mars. Et puis on a l'impression qu'on désamorce un petit peu tous les films de super-héros qu'on voit beaucoup, où un homme doit sauver la planète, et là tout d'un coup c'est la planète qui va essayer d'aller sauver un homme.
Moi, ce que j'aime dans le film, c'est qu'il évite tellement de clichés, mais ça c'est assez formidable. On n'est pas du tout... on nous évite toutes les sous-intrigues sentimentales qu'on aurait pu avoir, qui auraient été absolument effroyables. Bon, c'est excellemment joué. Et puis, non, moi j'aime vraiment beaucoup le film. Oui, c'est vrai que ça prend un ton complètement différent avec un peu de musique funk et disco. Oui, Oui, il y a ça, il y a- t'as la séquence, le montage, tout ce qui est à un moment donné le montage alterné sur Waterloo d'Abba, et le film qui se termine sur I Will Survive. Enfin voilà, ça, C'est ça qui est très plaisant en fait. Enfin, j'ai pas grand chose à rajouter, mais le film est extrêmement fun et en même temps extrêmement bien réalisé quand même. Moi, je suis un grand fan de Ridley Scott. Je voulais remercier Dominique de ne pas avoir cité Jessica Chastain dans sa critique du film. Là, on y Alors, venait avec la musique, là. On y venait. Mais du coup, oui, non, le casting est assez bon et effectivement, après, il donne du rythme en alternant les scènes sur Terre et sur Mars. Et voilà, non, c'est un film très plaisant à voir, pas du tout prise de tête. Matt Damon est très bon. Et voilà. Parce qu'étonnamment, c'est un film très léger, en tout cas très, très drôle pour le coup, alors que pour le coup, normalement, Ridley Scott, c'est pas un cinéaste qui est de la comédie en fait. Non, mais surtout que quand tu fais un sujet comme ça, la première bande-annonce le vendait comme ça, en tout cas, pour le coup, la première bande-annonce l'inscrivait plus dans un canon assez classique, ton solennel, plutôt épique. Il y avait même la musique de la bande-annonce de Mad Max, je m'en souvenais, dans la première bande-annonce de Mad Max. Et ce qui est assez intéressant, c'est comment quand tu fais un survival comme ça, tu vas t'émanciper de codes du survival qui existent depuis Robinson Crusoe et même avant, qui ont été repris dans Seul au Monde, etc. Il y a même un film qui s'appelle Robinson Crusoe sur Mars, qui est un film de SF des années 50 de Byron Hoskins. Et comment tu ne livres pas ça, parce qu'à partir du moment où de toute façon Mark Watney, donc l'astronaute joué par Matt Damon, est en contact avec la Terre, à partir du moment où il y a échange et à partir du moment où c'est plus une mission de récupération plutôt qu'une histoire de survie, parce que la partie survie est assez Donc vite il y traitée a en le fait. suspense, si on rentre dans le film, le suspense est assez sur la fin est assez vite résolu quoi. Oui, c'est assez, mais le film ne s'en joue pas, tu vois, et je trouve ça vraiment intéressant parce que la hard SF, quasiment tous les exemples que j'ai en tête du genre sont des films toujours solennels, toujours avec un côté méta, etc. Et depuis Nolan, on a quand même tendance à vouloir recopier un peu son modèle. Même avant Nolan, tu vois, pessimisme, même 2001 ou même 2010, qui est la suite de 2001, qui est un film que j'adore en plus, ou d'autres films qui sont sortis depuis, même Mission to Mars, qui est un film que j'adore aussi. Et là, pour moi, j'ai vraiment l'impression que, enfin, moi, ça m'a vraiment désarçonné. Et puis, ce que tu disais, c'est que Ridley Scott, il a pas forcément l'habitude de comédie. Il en a fait que deux, hein, vraiment. C'est Les Associés, encore, c'est pas tout à fait une comédie, qui est très bien. Une Grande Année, qui est pas bien. C'est moins. C'était pas très drôle. C'est des bonnes vacances, quoi. Voilà. Et là, je trouve qu'il y a un bon point d'équilibre, même si bon, il y a quelques lourdeurs que même moi, en grand fan de Ridley Scott, je trouvais assez lourdes parfois. L'humour geek d'Andy Weir qui a été repris dans le scénario de Drew Goddard, genre la séquence du Conseil d'Elrond, bon, j'ai un peu levé les yeux. C'est au génial ciel. quand c'est Sean Bean qui fait la situation, tu ne peux qu'apprécier. Voilà. C'est de l'ordre du détail aussi. Mais c'est complètement de l'ordre du détail, et surtout que autant je te laisse parler. Autant d'habitude la vulgarisation scientifique m'agace un peu, et là le film n'en fait pas trop, déjà parce qu'il est léger de base, sans être idiot, hein, juste léger. Et surtout que, bon, je voulais pas rebondir dessus, mais c'est pas grave, je vais quand même le citer. Dans Interstellar, quand t'as un type qui a bac plus 25, qui explique à un autre type qui a bac plus 25 comment ça marche l'espace à un trou noir avec un crayon, un papier et une feuille une feuille, ça m'agace un peu. Surtout que cette scène-là a été reprise de Event Horizon mot pour mot, où c'était Sam Neill qui faisait la démonstration. Chacun est libre de s'inspirer de Paul W.S. Anderson comme il veut. Voilà. Mais tandis que là, bon, il y a une scène à peu près exactement comme ça dans la fameuse scène du Conseil d'Elrond où il y a Avec Donald Glover. Avec Donald Glover qui va expliquer au patron, Jeff Jeff Daniels, le patron de la NASA, comment ça marche les missions de récupération. Sauf que déjà, comme le film n'en fait pas trop là-dessus, ça marche. Il capitalise un peu sur le côté très geek, très jeune, etc. du Donald Glover. Et surtout, et ça, Rouillon en avait parlé dans le cercle, c'était assez intéressant. Le côté bricole, j'utilise un stylo, une agrafeuse, etc. pour simuler un vaisseau. Ça fait un peu écho au côté bricole qui est sur Mars, donc c'est pas totalement gratuit, c'est ça qui est intéressant. Voilà, okay. Un film de science-fiction avec du second degré et qui s'assume et à bas. Voilà, c'est à voir. On ressort de bonne humeur. C'est rare pour un film de genre. Si tu ressors, t'as envie de faire plein de trucs dans ta vie, tu vois. Tu dis je vais aller faire ça. Voilà. Bah surtout que ça fait du bien étant donné que maintenant on n'a plus trop de soleil, il fait plutôt gris et froid. C'est un film qui prend pas le spectateur pour un imbécile surtout. C'est ça qui est très intéressant.
qui ne cherche pas à être plus que ce qu'il est, justement. Et... Voilà, c'est juste un gros spectacle visuel. En plus, c'est en 3D. La 3D est très réussie pour le coup. Enfin, 3D non native. On est complètement immergé dans l'aventure. Et en plus, voilà, c'est un film Après, gros spectacle, moi, mais- je vais pas, enfin, justement, là, je vais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur allier le fond politique à un côté ludique, etc. Moi, je trouve The Martian, c'est un film super politique, quoi, parce que les films de Ridley Scott ont toujours été politiques, et là, celui-là, pour une fois, il est optimiste, mais néanmoins, au début, on te montre une administration bureaucratique qui veut laisser le cadavre de Watney se faire recouvrir de poussière par le sable pour pas avoir son image médiatique ternée, pardon. Et on te parle d'un film qui va devoir jouer de coopération terrienne entre ennemis, toujours entre guillemets, pour pouvoir sauver une personne à l'autre bout de la galaxie. Et ça, c'est ce qui est très intéressant, ce que tu disais, c'est comment ça fait la différence par rapport aux films de super-héros. Ça, c'était très intéressant. Et donc, du coup, ça devient un film qui a un fond politique assez réel, quoi. Donc sorti le 21 octobre, Seul sur Mars, qui a déjà fait 1 million d'entrées en France. On espère qu'il en fera encore un peu plus. Mais là maintenant, nous allons passer à un film un peu plus intimiste, qui est The Lobster de Yorgos Lanthimos, qui avait été présenté au Festival de Cannes. Have you ever been on your own before? No, never. Your last relationship lasted how many years? 12. Sexual preference? Women? Any children? No. And the dog? This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it. Colin Farrell, Rachel Weisz, John C. Reilly, Léa Seydoux et Ben Whishaw, tous seuls. Donc après Seul sur Mars, on passe seul dans la vie amoureuse avec The Lobster, donc nouveau film de Yorgos Lanthimos, donc réalisateur grec qui c'est pour la première fois un film en langue anglaise, présenté en compétition au Festival de Cannes et qui a eu un prix, Céline. Le prix du jury. Le prix du jury. Et donc, qui méritait beaucoup plus, oui. et qui a eu le prix du jury. Donc, tu peux nous dire un petit peu. C'était mon gros coup de cœur cannois, honnêtement, je lui aurais facilement donné la Palme d'Or. C'est le 4e film, si je ne m'abuse, de Yorgos Lanthimos, qu'on avait découvert avec Canine, et ensuite avec Alps, qui était un film sur le deuil. Et là, c'est fidèle aux obsessions de Yorgos Lanthimos, à son style décalé, absurde. Voilà. On est vraiment dans la fable dystopique qui va évoquer une société totalitaire où les célibataires sont forcés de trouver l'âme sœur en 45 jours. Sinon, ils sont transformés en animaux et envoyés en pleine forêt. Voilà, donc c'est quand même une histoire très très particulière, mais après la mise en scène des acteurs avec un Colin Farrell. Colin Farrell est formidable, le casting en général est formidable, c'est grinçant, c'est cynique, mais en même temps, il y a vraiment une espèce de... La cruauté est enveloppée d'une certaine tendresse et d'une certaine douceur aussi. On a l'impression que le film est scindé en 3 parties. Alors il y a certaines personnes qui aiment beaucoup la première partie, qui est vraiment la pure comédie satirique et qui après décroche un petit peu dans le côté drame romantique, mais je trouve que c'est une vision assez intéressante de malheureusement ce que pourrait devenir notre société, et j'ai l'impression que le film dit beaucoup plus de choses qu'on devait bien le croire sur ce qui se passe actuellement. C'est un peu le modèle empirique des systèmes, des sites de rencontres qu'on a aujourd'hui. Exactement, où on nous match par affinité et où malheureusement tout fonctionne par point commun, et où on n'a plus le sel et le plaisir de la rencontre. Toi Dominique, est-ce que ça matchait avec toi The Lobster? Tout à fait, j'ai beaucoup aimé le film, pareil découvert à Cannes, c'est son film le plus accessible je pense de Lanthimos, parce que les 2 précédents c'est pas du tout pour tout le monde, mais même s'il est un peu plus grand public, il perd rien de son inventivité, de son regard. C'est vachement intéressant sur ce que ça raconte, sur les relations sentimentales, mais il y a un côté aussi où je sais pas, c'est dystopique, mais il y a un côté aussi dichotomique, c'est qu'il veut tout couvrir, mais de façon vraiment intelligente. C'est qu'il couvre un peu toutes les situations dans le film, mais sans jamais te coincer, te dire bon bah là, voilà, ça c'est les limites de mon film, et voilà, ça va. Enfin, il va vraiment au bout du sujet. Et oui, c'est marrant et en même temps intelligent, et c'est bien de voir des films comme ça qui peuvent paraître austères, surtout l'affiche quand même un peu. L'affiche est magnifique. Ouais, l'affiche est formidable. Je voudrais juste faire un petit aparté là-dessus, parce que les affiches on sait plus en faire. Ouais. Et même des affiches de films que j'aime bien, et même des affiches qui peuvent être intéressantes. Je prends l'affiche de Sicario, l'affiche est pas inintéressante graphiquement, mais je la trouve hors sujet par rapport au film. Et là t'as une affiche
Mais tu n'es pas d'accord avec moi. Non, je trouve l'affiche. Après, chacun. Non, chacun- c'est mais par rapport au grand public. Je la trouve un peu surchargée. C'est déjà quoi. une belle affiche quand même. Mais c'est déjà une belle affiche. affiche. Mais tu vois, dans The Lobster, c'est vraiment une des 10 plus belles affiches que j'ai vues de ces dernières années, quoi. Mais est-ce que au spectateur lambda, ça lui vient dans la salle? Moi, je pense pas en fait. Ah, c'est l'idée de donner une première impression après, avant de rentrer et voir le film. Et c'est comme tu disais, évidemment, ça donne envie de dire aux gens, sortez de votre zone de confort et allez voir des films comme ça qui changent un peu, parce qu'au-delà de n'importe quel sujet traité, la forme est assez ahurissante. Enfin, moi, je trouve le film extrêmement intéressant, même si j'ai effectivement, je trouve la première partie assez fascinante, et ensuite j'ai l'impression qu'il se perd un peu en chemin. À partir du moment où il veut essayer de déconstruire son film, ça perd un peu d'intérêt, mais on voit rarement ce type de film, et je pense qu'après on va parler aussi du Fils de Saul. C'est deux bons exemples de films qui mériteraient d'être vus et qui mériteraient de se déplacer en salle pour ne pas aller voir des gros films classiques comme d'habitude, mais ce sont aussi des films qui sont des séances un peu plus de réflexion que de divertissement. Surtout que après ce que je constate, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont intrigués juste par le concept du pitch, qui va ne serait-ce que les attirer en salle. Et après, je voudrais rebondir sur un autre point que je trouve assez important, et là on va aussi en revenir à notre débat de tout à l'heure, c'est que je trouve que l'on est en présence d'un pur film européen. Oui, parce que ça a été tourné en Irlande. C'est une casting coprode avec international. 5-6 pays différents, tourné en anglais, mais ça va être distribué le casting est international, etc. Et et moi je trouve ça dommage qu'on n'en fasse pas plus en France des films comme ça, parce que dès qu'on fait des films qui touchent à une envergure européenne, je trouve ça génial. Ça permet de faire des trucs assez universels, avec des castings géniaux, avec des pitchs géniaux, avec un peu plus de moyens. Parce que là tu dis bon, c'est un film d'auteur, machin, petit budget, néanmoins t'as un film de SF, l'univers de SF, t'y crois, il est discret, il est là, il est en arrière-plan, mais les 5 premières minutes on te dit que c'est comme ça, t'y crois, ça marche bien, ça fait jamais de cheap. Alors qu'il y a beaucoup de films de SF qui font plus cheap, type Ex Machina par exemple, je trouve ça... Bon, ça n'a pas de rapport, mais c'est quand même un rapport. Et là, ça marche très bien. L'ouverture, justement, après le plan d'ouverture dont on ne révélera pas trop la substance, la scène suivante, c'est un long plan où on a un bedonnant moustachu, Colin Farrell, qui est visuellement assez laid. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, Colin Farrell, il est très bon. On est avant True Detective saison 2 où il reprend un petit peu le même physique, mais là c'était vraiment la première fois qu'on le voyait, donc vraiment anti-sexe au possible. Et ce personnage-là, on a envie d'y croire, on a énormément de sympathie pour lui, et franchement l'histoire tient. Mais surtout Yorgos Lanthimos, ça pourrait vraiment être un cinéaste qui est de pitch entre guillemets, puisque tous ses films partent d'un point de départ extrêmement original, et là il tient vraiment son sujet jusqu'au bout. Ça... Ouais, je trouve que justement non, il le tient pas jusqu'au bout, mais en tout cas il le présente assez bien pour éveiller la curiosité et se dire il faudrait qu'on voit ça. C'est vrai que le film est très structuré, ça fait très thèse, antithèse, synthèse, en explorant le système, l'antisystème, puis en essayant de négocier quelque chose en conclusion, en dénouement. Mais en tout cas, après, visuellement c'est assez beau, même la photo est la photo elle est magnifique. Ouais. Puisque tu parles de ça, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est puisque tu parles de l'antisystème. Moi déjà, le film m'a un petit peu renvoyé à Fahrenheit 451 de Truffaut, et en fait, moi j'ai trouvé ça génial de retrouver cet antisystème dans la forêt, qui m'a pour le coup complètement fait penser à l'antisystème qui est dans le film de Truffaut avec les hommes libres, etc. Et du coup, ça peut paraître un peu structuré, mais je trouve pas. Je trouve que c'est juste une évolution naturelle de l'intrigue, du personnage, etc. jusqu'à la fin. Après, ça se dessine, tu peux le dessiner en chapitres, mais moi, j'ai pas eu l'impression que Yorgos Lanthimos s'est dit chapitre 1, je monte mon univers, chapitre 2, il en sort, et chapitre 3, je sais pas comment on peut appeler chapitre 3. Tu sens qu'il structure vachement plus le début et qu'il entre guillemets, il s'amuse beaucoup plus à jouer sur l'ironie des situations, etc. À partir du moment où on rentre dans un format de film un peu plus classique sur pour dérouler les événements jusqu'à la fin, le rythme se perd un peu et moi j'ai perdu un peu l'intérêt sur le film. D'ailleurs, le distributeur du film a sorti un petit quiz en ligne sur Facebook. Répondre, moi j'étais le hérisson à la fin. J'étais un ours, je crois. Ah, je l'ai pas pris. Le club des ours. Tu voudrais être quoi comme animal? Je sais pas, un animal de la savane, un léopard, je sais pas. Ouais, un truc beau. Comme ça tu pourras faire figurant dans Pourquoi j'ai pas mangé mon père, quoi. Non, mais par rapport à la structure, c'est son film le plus structuré quand même. De tout son univers, c'est quand même le film le plus structuré, parce que Alps, pendant une demi-heure, tu sais pas de quoi parle le film. Tu te dis, mais je suis... C'est aussi beaucoup son intérêt. Voilà, c'est... Mais bon, c'est pas ça qui... C'est pas un défaut non plus, je pense.
Voilà, donc à découvrir en salle depuis le 28 octobre, donc The Lobster de Yorgos Lanthimos. Maintenant, on va prendre un petit peu plus de hauteur, assez haut, avec le dernier film de Robert Zemeckis, The Walk. Of course, I automatically look across to the opposite tower, but then I have to dare to look down. À nouveau seul, mais cette fois au-dessus du vide, avec Joseph Gordon-Levitt dans le tout dernier film de Robert Zemeckis, The Walk, en français sous-titré Rêver plus haut. Alors remarque, as-tu rêvé plus haut Non, en fait non, j'ai pas rêvé, j'ai rêvé moins que prévu. Tu aurais voulu rêver. J'aurais voulu rêver. Et j'ai très fermement défendu l'entreprise du film pendant un bout de temps parce que même si j'adore pas vraiment Flight, je suis vraiment extrêmement client de tous les derniers films de Robert Zemeckis, notamment ses films d'animation. Parce que je trouve qu'il a atteint une sorte de maturité de mise en scène dont peu de réalisateurs américains peuvent se vanter, surtout ceux qui ont essayé l'animation depuis. Et moi je me dis, tu fais un film comme ça sur un type qui va traverser les deux tours du World Trade Center, hein, pas les deux tours de Cyrano, et sur un fil de funambule, pardon. Toi pendant le film, t'es un peu somnambule. Et où tu voyais les images que Zemeckis avait montrées, qui laissaient plein champ à l'expérimentation cinématographique 3D avec une nouvelle caméra d'ailleurs qui était sortie, etc., avec Dariusz Wolski à la photo pour faire des putains de perspectives. J'étais super tenté et en fait le film m'a un petit peu surpris parce que je m'attendais peut-être à un exercice de style un petit peu vain, très, très virtuose mais un peu vain, mais ça m'en peut-être plus, je sais pas. Et le film s'est orienté d'une manière assez curieuse parce que déjà, il l'ennuie franchement du côté du biopic, voix off, etc. Je raconte ma vie, machin truc. Et surtout, c'est un film qui a un fond auquel je ne m'attendais pas forcément, de réflexion sur qu'est-ce que la performance, qu'est-ce que l'art, à quel moment la performance s'arrête, à quel moment l'art commence, qui sont des thématiques loin d'être inintéressantes, surtout compte tenu de la filmographie de Robert Zemeckis, où beaucoup de gens ont pris La Légende de Beowulf quand c'est sorti comme une performance technique, alors que c'est un film absolument remarquable, donc ça peut avoir son intérêt, et en plus ça se conjugue avec une sorte de film deuil ultime sur le World Trade Center, pourquoi pas. Mais du coup je pense que pour moi ça perd un peu de l'intérêt parce que le film n'est pas aussi forcément viscéral que je le souhaitais. Alors c'est peut-être moi qui souhaite pas les bonnes choses, mais bon, au bout d'un moment, je m'ennuie un peu devant ce truc aussi académique, un peu convenu, quoi. Dominique ? Mais c'est un peu normal d'être déçu, je trouve, parce que la partie en France, biopic, elle est un peu grotesque. Quand il parle français, mais je suis désolé. Ah oui. Voilà, c'est pas possible. Parce que Joseph Gordon-Levitt parle en français, en tout cas dans la version originale. Ou en tout cas il essaye de faire croire qu'il parle en français. Il est pas français, je veux dire, t'as envie de rigoler. Et le côté biopic, justement, genre face caméra là sur la Statue de la Liberté, c'est lourdingue. C'est vraiment lourdingue. C'est pas très beau. Après, je trouve par contre t'as vraiment un côté vertigineux quand t'es vraiment sur les tours. La 3D est cool à ce moment-là. Voilà, il y a un peu de. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a Man on Wire, qui est génial, qui est un documentaire, voilà, qui a quoi, 6-7 ans, qui a 8 ans même, mais qui est bouleversant. C'est d'accord, il va pas t'emmener sur le fil avec Philippe Petit, il va pas t'y emmener, mais tu vas être beaucoup plus touché que face à The Walk. Après c'est un petit Zemeckis pour moi. T'as parlé de Flight, j'ai beaucoup aimé Flight, même si aussi il y a des défauts, mais ouais, là Joseph Gordon-Levitt, déjà il y a le côté plombant pendant une bonne demi-heure. La façon dont la France est dépeinte, c'est très, enfin c'est. En plus, au début, ça commence pas mal parce que au début, il y a bon, c'est en noir et blanc, un peu lourdin quand même. Ouais. La couleur n'existait pas dans les années 60, si on veut. Et bon, néanmoins, on se dit, on est dans le temps, c'est plutôt dynamique. Il y a Clo-Clo en bande sonore, donc on est dans l'air du temps, quoi. Puis après, boum, ça change. Il y a les accordéons.
Alors là, on est dans le Paris Reconstruit même. pré-1940, avec les gendarmes qui ressemblent aux gendarmes qui ont fait la rafle du Veldiv et tout, avec les capotes et tout. Je me dis, non, on est où, quoi? Et alors, je veux absolument bien qu'on me dise que on est chez Robert Zemeckis, on fait pas du documentaire sur qu'est-ce que c'est la France des années 60, on a le droit de, mais le problème, c'est que je vois pas trop l'intérêt d'une telle séquence artificielle. Déjà, ça contribue à rendre le personnage trop artificiel. Puis les incessants retours entre l'anglais et le français, ça m'a gavé. J'aurais parfaitement compris si Zemeckis avait fait tout son film en anglais, ça m'aurait pas. J'aurais fait ok. Ou alors s'il avait fait une petite astuce de mise en scène comme John McTiernan ou Bryan Singer l'ont fait dans le 13e guerrier ou dans Valkyrie ou dans Octobre Rouge. Mais le problème, c'est que en plus, tu sens que l'argument, c'est regardez comme il parle bien Joseph Gordon-Levitt. Oui. Ce sur quoi on concédera qu'en effet, il parle un très bon français pour un touriste. Mais ça va pas, mais pas pour un natif. Et surtout qu'à un moment, il fait remarquer à un autre personnage son accent. Et pour moi, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Et puis lui encore, ça va. Mais alors, James Bagdale. Le film s'en rend compte d'ailleurs parce qu'il met des sous-titres quand James Bagdale parle en français. Ce que je trouve un peu. Mais je sais pas si vous avez vu ça, Mathieu et Céline, c'est que toi tu parlais du deuil des tours. Ouais. Moi je trouve que c'est un film un peu post-traumatique et j'ai trouvé ça beau. C'est que voilà, pour la première fois on va reconstruire les tours, on va les filmer et on a tellement été habitué à ces images de voir les avions rentrer dedans que là c'est très bizarre de voir ces tours droites. Il y a pas voilà, il n'y a pas de danger. Qui remonte même au moment où elles sont construites. Oui, voilà. Exactement. Même le fil, tu vois, c'est un peu le fil de la vie entre. Enfin, je sais pas, il y a un côté. Mais le film est loin d'être bête, c'est ça qui m'embête en plus. Il est loin d'être dénué d'intelligence. Sans être un grand film, t'as l'impression que le cinéma américain dit bon, on va aller de l'avant, les gars. Vous voyez, on a fait nos films, on a fait nos Zero Dark Thirty, on a fait nos trucs. On passe à autre chose maintenant. Surtout que le précédent film américain, et peut-être le seul film américain, je dois peut-être dire une bêtise, où les deux tours avaient été reconstruites, c'était juste à la fin de Munich. Et c'était pour un propos politique assez lourd, donc c'est-à-dire que là on continuait à assimiler les deux tours à le 11 septembre, etc. Et tandis que là on les assimile à autre chose, t'expliques comment on les a intégrés dans la culture new-yorkaise, etc. Comment Philippe Petit a contribué à leur donner... à les faire aimer. Ouais. Ce qui est pas inintéressant, ce qui est pas bête, c'est juste qu'il s'y prend un peu avec les pieds dans son écriture, surtout qu'il a coécrit le scénario, j'ai vu, et... c'est un peu neuneux, quoi. Je suis totalement d'accord avec vous deux. C'est très laborieux d'un pur point de vue du récit. Et puis, c'est pas possible. La narration où on revient en permanence sur Joseph Gordon-Levitt à la Statue de la Liberté. Même la traversée est décevante. On attend quand même pendant 1h30 cette fameuse traversée et à la fin on nous parasite avec une voix off qui va nous expliquer ses moindres faits et gestes alors que normalement on devrait juste apprécier ça et la ressentir. On n'a pas besoin de l'intellectualiser. Ce qui était le cas d'ailleurs dans la bande-annonce, puisque je trouvais la bande-annonce plus immersive que le film, parce que la bande-annonce ou le premier teaser où il y avait juste le mouvement de caméra, pas de musique, enfin il y avait le vent, etc. mais pas de musique, pas de voix off. Et toi, tu parles de la voix off. Moi, je vais surtout parler de la musique de Alan Silvestri, qui est omniprésente, qui tartine cette traversée, etc. Qui, quelque part, témoigne de la volonté de Zemeckis de ne pas vraiment s'intéresser à la traversée en elle-même. Il s'intéresse à ce qu'il y a autour et à ce qu'elle raconte. Mais on devrait quand même être saisi, être happé par ça, et tout d'un coup avoir le vertige, se dire mais pas du tout, ça, on ne ressent rien. En plus, pendant tout le film, j'étais là à me poser le pour et le contre. Est-ce qu'une séquence peut justifier de s'emmerder pendant tout le film? Et si la séquence était très réussie, enfin, c'est très subjectif, mais bon, si la séquence était très réussie, je me serais dit, bon, honnêtement, je suis prêt à m'emmerder pendant tout le film pour me taper une séquence. Cette question-là se pose à l'inverse sur Flight, justement, de Zemeckis, où pour le coup, la meilleure séquence. C'était l'inverse. La plus grosse scène, c'était la scène d'ouverture ne va pas être du crash. Si. Et... Non, mais oui, effectivement, moi, du coup, je n'ai pas vu The Walk, donc je prendrai vos avis, je vous rappelle tout à l'heure. Mais non, sur Flight, c'était assez impressionnant. C'était justement la séquence d'ouverture et la démonstration un peu technique. Et ensuite, tout le reste du récit était plutôt aussi convenu. Mais Denzel Washington apportait un peu de puissance. Non, du coup, par rapport à ce que vous dites, moi, la question, c'est plutôt de Robert Zemeckis qui, justement, avec des films d'animation, avait mis en avant... avait travaillé la 3D et avait livré des films qui justifiaient un peu l'arrivée de la 3D, le renouveau de la 3D au cinéma. Apparemment, là, vous dites que c'est un peu décevant, quoi. Moi, je suis pas d'accord sur la 3D. Vraiment, évidemment, j'étais vraiment accroché à mon siège en me disant, ça aurait pu être... ça pourrait être plus dingue, peut-être. Oui. Non, mais c'est de bonne facture. Ouais, mais
tout le temps le renvoie à Manwire, tout le temps. Mais c'est pas un film d'action, quoi. Ouais, mais genre le documentaire est tellement bien, genre pourquoi faire une fiction en fait, c'est... Pourquoi avoir le cul entre deux chaises? Pourquoi avoir un film qui se veut aussi impressionnant, IMAX 3D, machin truc et tout, alors que finalement c'est pas ça l'intérêt du film, l'intérêt est ailleurs. En plus il a pris, pour faire la photo du film, il a pris Dariusz Wolski, qui est le chef-op de Ridley Scott, que lui est quand même calé pour faire des sacrées images en stéréoscopie, parce que tous les films en stéréoscopie de Ridley Scott ils sont quand même costauds. Donc si tu prends Dariusz Wolski, ça veut dire quand même que tu veux te concentrer sur un rendu visuel assez fort. Le rendu visuel est partiellement là, mais tu sens pas qu'il a investi pleinement dedans. Je sais pas. Et même au-delà du scénario, moi, c'est vraiment le casting. Je pense qu'il faut refaire tout le casting, tout simplement. Alors, Ben Kingsley en vieux mentor, Voilà, qui vient de quoi, de Tchécoslovaquie, ou enfin tu vois, c'est des... Même, tu crois pas, même quoi. Charlotte Lebon qui joue la petite amie. Enfin, Ouais. j'ai rien contre elle, mais juste dans le film, tout le casting, même Joseph Gordon-Levitt, rien En ne plus, va. ces personnages n'existent pas. Voilà, c'est très artificiel comme le scénario, malheureusement. Alors que ça travaille des choses de fond, justement, c'est quoi d'être artiste, c'est quoi de passer le deuil sur le World Trade Center. Justement, il y avait des thèmes thématiques très intéressantes, mais c'est dilué dans... On peut pas spoiler, mais la dernière réplique est super intéressante. Non, ne spoilez pas. Non, mais on va pas la dire, mais Ouais. genre par rapport au World Trade Center, la dernière réplique c'est quand même enfin je sais pas, c'est pam, tu vois, C'est très émouvant. Ouais, c'est mais bon, la manière est un peu décevante, mais pour moi la 3D, non, il y avait des bons moments en 3D quand même. Oui, mais moi je m'attendais, travelling compensé en 3D. Ah ouais, machin. mais ouais, surtout que j'ai découvert qu'est-ce que c'était le travelling compensé en 3D dans le film de Wim Wenders qui s'appelle, j'ai oublié là, Everything Will Be Fine. Et dedans il y a il y a même plusieurs travelling compensés en 3D qui te font aborder la 3D sous un nouvel angle. Et moi je me disais ça va être dingue, il va forcément faire ça dans. Bah non, il fait pas. Voilà. Bon, on aurait bien voulu aimer ce The Walk de Zemeckis. C'est pas désagréable. Voilà, c'est pas désagréable, mais bon, c'est un film qu'on oubliera assez vite, même si la 3D est assez efficace. Mais bon, le scénario, les acteurs, tout ça, c'est vraiment pas au niveau, malheureusement. Donc, on attendra Zemeckis à son prochain film. De toute façon, on sait qu'il en a encore sous le capot et qu'il l'a déjà démontré avant. Donc, on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc, à découvrir depuis le 28 octobre en IMAX 3D si vous le pouvez, parce que sur un grand écran, c'est quand même mieux. Ça améliorera pas l'histoire, mais ça améliorera l'expérience visuelle. Et là, pour le coup, une autre expérience, mais bien moins plaisante. Mais tout aussi visuel. Mais tout aussi visuel, c'est le fils de Saul de pas Yorgos Lanthimos, que je suis complètement perdu justement. Là, ça va être assez difficile. Plutôt de Laszlo Nemes, donc le fils de Saul, présenté également à Cannes, qui a reçu le Grand Prix. Seconde Guerre mondiale, camp d'extermination, sujet difficile à aborder autant dans l'histoire qu'au cinéma en tant qu'art ou film de réflexion. Donc Le Fils de Saul, tourné en 1935 avec un format 1/3 et tout, par Laszlo Nemes. C'est son premier film, je crois, en plus, donc présenté en compétition au Festival de Cannes, qui nous a beaucoup marqué. Et qui a remporté donc le Grand Prix du jury. Donc toi Mathieu, quelle a été ton expérience du Fils de Saul? C'est une expérience extrêmement intéressante. C'est un film un peu uppercut, c'est une des plus grosses claques visuelles et narratives de l'année. C'est-à-dire que le film, pour un premier film, c'est maîtrisé de bout en bout. Pour résumer un peu, c'est une plongée dans les camps de concentration, je ne sais pas si c'est à Auschwitz ou ailleurs, mais dans les camps de concentration à la première personne quasiment. On suit le personnage principal, soit de son point de vue, ou soit il se place juste devant la caméra, mais il parcourt le camp pour retrouver en fait son fils, ou supposé. Mais en tout cas pour sauver un jeune garçon, je l'ai vu à Cannes, donc pour l'enterrer. Il cherche en fait il cherche dans le chaos ambiant, voilà, un rabbin pour les derniers sacrements et puis un endroit pour enterrer ce cadavre de jeune garçon, entre les chambres à gaz, entre les convois de prisonniers, enfin de juifs et de prisonniers qui arrivent, les charniers, etc. On plonge vraiment dans l'horreur au premier degré
de tout ce monde-là qu'on ignore un peu. Et au-delà de la forme qui est vraiment impressionnante, surtout pour un premier film, même s'il a été assistant de nombreux cinéastes doués, je pense qu'il a bien pris des notes. Mais le rappel de l'horreur de ces années-là est assez importante. Et je pense que c'est important d'aller voir ce film et de montrer ce film pour dire voilà, même s'il y a un peu le filtre de la fiction, ça s'est passé à peu près comme ça. Et surtout qu'il y a un truc intéressant, c'est que donc tu suis le quotidien de ce bonhomme qui cherche à enterrer son fils. C'est quasiment en temps réel d'ailleurs. C'est sur, globalement sur une demi-journée quoi, mais c'est hyper. Il y a une nuit, toi. Après, c'est surtout que c'est filmé en plan séquence. Il y a pas mal de plans séquences. Et donc, c'est hyper immersif. Et donc le héros a un statut, et c'est ça, je pense, qui rend le film plus différent qu'un autre sur Shoah, c'est que le héros a un statut particulier puisqu'il n'est pas prisonnier comme les autres. Il est Sonderkommando. C'est-à-dire que c'est le prisonnier un petit peu plus au-dessus des autres limites, qui va juste s'occuper d'emmener les autres prisonniers dans les vestiaires, les faire changer, les mettre dans la chambre à gaz, vider les fringues, les trier, etc. Donc c'est ça qui est un petit peu qui est encore pire en fait, c'est que involontairement il est forcé de participer à l'extermination, et c'est rare d'avoir je crois que c'est la première fois qu'on a un point de vue comme ça où le gars n'est pas juste prisonnier, il y a un petit peu plus quand même, sans pour autant qu'il soit capot, parce qu'il est quand même en dessous des capots. C'est un rôle pivot qui permet de raconter l'histoire. C'est un rôle qui est super malsain en plus, parce que le gars, il a au début, il y a les 5-10 premières minutes du film sur son qu'est-ce que c'est le quotidien d'un Sonderkommando. On accueille les types, on les emmène dans l'escalier, on les emmène dans le vestiaire, on lui dit qu'ils changent. Ils rentrent, on vide leurs fringues, on vide les porte-manteaux. On décharge, on passe à autre chose, etc. toute la journée. Et c'est très impressionnant, cette responsabilité. C'est même pas de ta faute que tu fasses ça. Tu participes au truc, mais c'est même pas de ta faute. T'es forcé de le faire. T'as une espérance de vie réduite. Il essaie de sauver. Enfin, il essaie de gagner un peu de temps pour lui. En même temps, voilà, il y a une espèce de chaos ambiant qui est hyper impressionnant. J'imagine que la réalité devait être. Mais sachant que eux-mêmes doivent être exécutés. Voilà, ils ont 5-6 mois d'espérance de vie, même pas. Et ils le savent. Ouais, non, mais c'est terrible. Non, mais c'est un vrai film. J'ai pas envie d'utiliser l'expression coup de poing, mais c'est un film qui est marquant. Mais il y a pas de. Par contre, il y a pas de sentiment de prise d'otage par rapport à l'horreur. C'est que c'est très bien filmé. D'ailleurs, je crois au niveau de la mise au point, on voit ce que lui regarde, et si il détourne son regard, tu vas être dans le flou. Voilà. C'est flou. Ouais. Et il se détourne pas de l'horreur, mais en même temps il te plonge pas de face de façon trop frontale. Tu vois, il y a pas un côté, déjà il y a un truc sur ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas qui est t'as l'impression d'avoir vu tout le camp, pourtant on te l'a pas vraiment montré. Ouais. C'est compliqué en plus de savoir. Ça fait pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça donne quand même un point de vue qu'on a rarement eu au cinéma, et même si effectivement il maîtrise assez bien son récit pour ne pas surcharger, déjà dans un contexte extrêmement compliqué, extrêmement dur, il surcharge pas non plus de scènes d'horreur finalement, même si en fond, ce qui est assez impressionnant, c'est que le personnage est au premier plan, et en fond on serait supposé voir des choses extrêmement... La caméra ne l'a jamais, elle est toujours à 5. Voilà. On voit des feux, on voit des corps, enfin, en fond. Il est parce qu'il est malin, Nemes, parce qu'il sait qu'on sait. Enfin, il sait qu'on a vu les autres films. Il sait qu'on a vu Shoah. Il sait qu'on a vu La liste de Schindler. Il sait qu'on a vu. Donc voilà, son but n'est pas de refaire ce que d'autres ont déjà fait. Il le suggère, c'est encore mieux. Parfois, on peut s'imaginer ce qu'on veut dans l'arrière-plan visuel et l'arrière-plan sonore aussi, qui est super intéressant. La séquence des fosses, par exemple, qui est des fosses, avec les lance-flammes et tout, qui est absolument ahurissante, même comme le premier plan séquence où on reprend notre respiration à un moment donné. On se dit on n'y arrivera plus. C'est très difficile de parler de ce film parce que c'est un choc. C'est étouffant. C'est suffocant. On n'en peut plus à un moment donné. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est un premier film. Il faut le répéter, c'est un premier film et qu'il n'y a aucune complaisance, même s'il a été assistant de Bellatar, il y a quelque chose, c'est une vraie révélation, c'est un cinéaste vraiment... Et alors moi, néanmoins, je vais quand même mettre une petite nuance personnellement, c'est que j'ai eu mon intérêt a un peu fluctué dans le film après une séquence d'ouverture que j'ai trouvé remarquable. La quête du héros, je l'ai trouvé un brin lourdingue parfois. En fait, j'ai du mal avec le personnage principal, parce que j'ai du mal avec le personnage et son acteur aussi, parce que je le trouve non pas qu'il soit mutique mais gêné. Mais au bout d'un moment, je trouve trop, comment dire, il n'est pas inscrit par rapport à ses autres camarades. Il y a une vraie différence, il y a un vrai décalage par rapport à ses autres camarades. Et moi, au bout d'un moment, j'ai eu un petit peu de mal, si bien qu'à la fin du film, je dirais pas ce qui se passe, mais à la fin du film, j'arrivais quand même à un point où, personnellement, j'avais vraiment que faire du destin du héros.
Après, c'est peut-être un choix voulu par Nemes. L'avantage, c'est que ça empêche la putasserie émotionnelle, ça empêche d'être pris en otage, mais au bout d'un moment, j'étais plus convaincu par l'ambiance, par le ressenti, que par juste la quête du héros qui me gavait un peu. Toi, Mathieu? Mais moi, je me suis laissé emporter par le film. C'est vrai que c'est un film qui prend pas en otage et qui essaye de vraiment nous faire participer à l'histoire. Et pour autant, il faut quand même prévenir les gens. Enfin, c'est un film, c'est une vraie expérience de cinéma pour le coup, qui est pas évidente, qui est pas inaccessible, mais qui est pas évidente. Et j'encouragerais vraiment les gens. Il faut aller voir ce film sur un grand écran dans une salle. Et même si ce sera un film qui sera à revoir de multiples fois, mais c'est un film qu'il faut voir voilà, avec du son, avec un grand écran. Faut s'immerger dans la chose pour comprendre ce qui s'est passé et pour encore une fois se rappeler un peu de ces choses-là. Dominique? Par contre, je suis pas d'accord avec toi sur le personnage, parce que je trouve que le film, donc voilà, c'est un cadre atroce, c'est une période de l'histoire qui est horrible, et le film, il cherche quoi? Il cherche de l'humanité en fait, et c'est tout ce qui guide le personnage. C'est voilà, c'est un film qui a un côté humain qui essaye de dégager, tu vois, de l'horreur, un truc, dire bon là on va essayer. Mais ça doit pas être raccroché à quelque chose en se disant que de toute façon on n'a pas de futur, que l'avenir n'existe plus, qu'il faut trouver une ultime raison de continuer. Voilà. Mais passer un cap, la quête humaine du personnage, je trouvais qu'elle prenait une dimension absurde. Après, évidemment que l'absurdité elle existait dans ce genre de situation, je dis pas. Mais le problème, c'est que quand à côté on te filme l'insurrection armée qu'il y a eu à Auschwitz en octobre 44, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on pense que c'est Auschwitz, même si le camp n'est jamais cité dans le film, et ça c'est très très bien vu, ne jamais citer le camp, ne jamais dire où ils sont, parce qu'ils savaient pas où ils étaient. Et d'avoir lui qui continue à s'entêter jusqu'à un moment, j'ai arrêté d'adhérer. Après, c'est vraiment purement personnel, mais j'ai arrêté d'adhérer. Pour moi, c'est le dernier truc qui le rattache vraiment à la vie, à l'humanité, c'est dire bon, que ce soit son fils ou non, enfin c'est voilà l'acte d'enterrer et pas de brûler, tu vois. C'est. Alors, j'ai envie d'être d'accord, mais néanmoins. En fait, je voudrais juste me fixer sur la réplique que lui dit un de ses collègues, ses camarades de malheur, qui lui dit t'as quitté le côté des vivants, t'es passé du côté des morts. Et le truc, c'est que, tu vois, ok, c'est un truc pour la vie, c'est un truc humanité, il veut bien l'enterrer, il veut faire ce qu'il veut, mais paradoxalement, il n'est pas du côté de la vie, il reste du côté des morts. Et ceux qui sont du côté de la vie, ils vont essayer vraiment de fuir le camp pour fuir pour leur vie, et lui, il fuit avec son cadavre, il sait pas trop ce qu'il veut faire, il fuit parce qu'il peut fuir, il participe pas à la lutte armée. C'est vrai, mais en même temps, enfin, le contexte et le cadre est tellement... Oui. Le gars, à un moment, s'est dit, je vais me focaliser juger, là-dessus, et voilà, plus autre chose, et... Oui, c'est sûr, l'insurrection, il aurait pu participer... Non pas que je voulais un héros, hein, mais... Non, mais plus qu'un film fort formellement, c'est un film important dans la reconstruction, justement, de la Shoah, parce qu'il apporte vraiment une vision supplémentaire. Justement, on disait que c'était un des premiers sur les Sonderkommando, en tout cas dans la fiction. Ou en fiction. Et ça apporte... J'avais jamais encore vu ça. Non. En bouquin, oui, en fiction. C'est pour ça que c'est important vraiment de le découvrir, autant pour le sujet que sur la forme. Surtout que le film est ni partial ni partiel, ce qui vont être le cas d'autres films qui vont traiter de la Shoah ou de ce qu'il y a autour, etc., qui vont être partiel ou partiel, type Le Labyrinthe du Silence, qui se passe bien après la guerre, mais qui parle de ça. Et là, je trouve ça résolument... j'aime pas le terme, mais bon, on va dire juste. Et du coup, ça le rend un peu universel. Okay. Surtout, je rebondis là-dessus, surtout par rapport à d'autres spectacles plus d'habitude hollywoodiens ou avec plus de grands sentiments. Et pour le coup, un film qui vient d'Europe de l'Est et qui voilà, traite de ce qui s'est passé là-bas, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un point de vue de là-bas. Donc, vas-y. Non, mais de toute façon, je trouve que les meilleurs films, c'est pas la Shoah, c'est pas les camps, mais Requiem pour un massacre, pour moi c'est le meilleur film sur les combats de la Seconde Guerre mondiale, du côté russe. Et voilà, t'as des gens qui font des propositions déjà esthétiques et formelles qui sont très fortes, et en plus je pense le récit qui va avec. Et après, non, mais du coup, tu fais bien. Je voudrais lâcher ma petite anecdote. C'est quand j'ai vu, moi je l'ai pas vu à Cannes, je l'ai vu il y a pas longtemps, Le Fils de Saul, qui était présenté par Laszlo Nemes, du coup, qui racontait un petit peu comment ça s'est passé, la jeunesse du film, et ça c'est un peu intéressant. Et on va encore en revenir au débat du début. Pourquoi tout est lié. Voilà. Donc en fait, à la base, il voulait que ce soit un film français.
Il avait écrit le scénario en français, le protagoniste Saul était français, puisque la nationalité n'importe pas sur les événements qu'il y a. Et en France, le CNC et les autres lui ont refusé. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Et donc il a traduit son scénario, il l'a fait en hongrois en Hongrie. Coproduction du coup hongroise, allemande, polonaise et tout le tralala. 2-3 ans plus tard, il est au Festival de Cannes avec un prix. Et je trouve ça, encore une fois, un peu malheureux, quoi. Pouce en bas pour le CNC. Par contre, on produit le dernier Rapno, la belle famille. Bref. Et Kev Adams avec Aladdin. Donc, il n'y a pas le CNC là-dessus quand même. Oh, si, il y a toujours une petite part quelque part, quand même. Il y a quand même quelques films intéressants qui sont financés. Non, par mais CNC. évidemment, je veux pas. mais c'est- ce que je veux dire, c'est un exemple c'est un petit peu malheureux. Et Voilà. donc, si vous voulez aller le voir, d'ailleurs, pour les Parisiens, profitez parce qu'il y a une salle à Paris qui le projette en 35. Je crois que c'est Balzac. Donc, Donc à le découvrir en pellicule, ouais, c'est pas obligatoire, si possible. mais c'est une expérience sympa, quoi. Ouais. Et entre plusieurs divertissements, aller voir des films comme ça qui font qui pour le coup font réfléchir et qui en plus ont une forme et Ouais, c'est beau. enfin, c'est vraiment je vais pas dire innovant, mais c'est pour le coup C'est un peu jamais vu. C'est une vraie marquant dans proposition tout le de reste cinéma, des- quoi. Dans dans tout le reste des sorties, c'est quand même assez marquant, quoi. Voilà, donc Comme The Lobster. Donc un des films les plus remarquables sortis cette année, donc sorti le 14 octobre, Le Fils de Saul de Laszlo Nemes, donc Grand Prix Festival de Cannes. À découvrir de toute urgence, même si vous n'êtes pas trop dans le mood pour voir un film assez dur et assez dépressif, mais c'est quand même un film important à voir et qui mérite d'être découvert. Mais maintenant, on va passer à notre partie classics, où Marc va nous présenter une ressortie d'un film de Bernardo Bertolucci. Le conformiste. Vi siete mai domandato, clerici, perché la gente chiede di collaborare con noi? Per paura qualcuno. Per soldi, quasi tutto. Per fede fascista pochissimo. Voi no. Voi non siete spinto da nessuno di questi motivi. FDBF Classics, Bernardo Bertolucci, donc 1970 sort son film intitulé Le Conformiste. Et Marc, tu voulais nous en parler donc pour cette émission. Oui, bah, le choix était un petit peu compliqué parce qu'il y a pas mal de ressorties, mais bon, je me suis orienté vers le Conformiste, donc, qui est un des plus beaux films que j'ai vu de Bernardo Bertolucci, et plus beau d'ailleurs au sens littéral. C'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de la version restaurée, parce qu'avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit sur le film, c'est un des 10 plus beaux films en couleur qui a jamais été tourné par, et là on a une photographie de Vittorio Storaro, dont je pense le travail photographique le plus connu ça va être Apocalypse Now. C'est lui qui a fait Apocalypse Now, ouais. Et donc Le Conformiste narre l'histoire de Jean-Louis Trintignant, qui incarne Marcello dans l'Italie des années 30, entre la France et l'Italie des années 30, un jeune fasciste qui est traumatisé par un meurtre qu'il a connu dans son enfance, dans son enfance, et qui est chargé par les fascistes d'éliminer son ancien professeur de philosophie à Paris. Et bon, évidemment, le film est très dans la veine politique du cinéma italien qu'on se donne dans les années 60, 70, etc., qui a un nouveau regard sur le fascisme, qui est quand même empreint d'actualité par rapport à la corruption ambiante qui est en Italie à l'époque. Et c'est marrant parce que autant on va dire que c'est un pur film de son temps et un pur film italien, autant il est quand même très atemporel, très universel, déjà dans la forme, parce que à nouveau on retrouve cette photographie qui est dingue, la mise en scène de Bertolucci. Alors là on va retrouver un truc qu'on aurait pu dire sur The Walk, c'est que, ou sur les autres films de Zemeckis, c'est que dans certains plans il va chercher des angles qui n'ont jamais été faits avec sa caméra, avec des mouvements de caméra incroyables, et c'est pas juste gratuit parce que il travaille une histoire de fond qui est passionnante, avec un récit sur la forme qui se veut parfois délibérément superficiel pour coller à l'imagerie très superficielle. Déjà, c'est un film qui surfe en plein sur l'imagerie du fasciste avec les lignes. C'est un film très fait de lignes, de rayures, c'est assez incroyable. Et encore, d'ailleurs, c'est un grand rôle de Jean-Louis Trintignant. En plus, il y a une musique de Georges Delerue, comme si ça suffisait pas. Et d'ailleurs, c'est adapté, alors j'ai plus le nom de l'auteur, peut-être tu l'auras noté, c'est l'adapté du même auteur que Le Mépris, qui s'appelle... Et ben voilà. Le Mépris, adapté d'un livre de... Bon, à revoir le film. Voilà. Et voilà, je sais pas, du coup, si tu veux en rajouter quelques mots dessus. Bah oui, au niveau de la mise en scène, c'est très impressionnant.
Et la photo, la mise en scène, la scène dans l'appartement avec la lumière, avec la lumière striée par rayures, par les volets, mais c'est prodigieux. Et qu'en plus la fille qui porte une robe rayée. Voilà, ouais, non mais c'est génial. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que le personnage de Trintignant, il est fasciste, mais un peu pas par ennui, mais par le conformisme, tu vois, pour être dans l'air du temps, quoi. Pour être dans la normalité. Et voilà, et du coup, ça raconte un truc super intéressant sur comment tu peux arriver à adhérer à des choses comme ça, faire des actes comme on lui dit de commettre. Et non, mais c'est un des meilleurs films de Bertolucci, je pense. Et c'est très bien qu'il soit restauré. Qui s'était fait il y a un moment, parce que je pense qu'à Cannes en 2011, c'était déjà la version restaurée. Je sais pas pourquoi ça a mis autant de temps à dire. Décalage horaire, Cannes. Ah ouais, non, mais là. Distributeur aussi. Ouais, mais c'est dommage. Peut-être que c'est une ressortie de la version restaurée, mais. Je crois pas. Non, je crois que depuis Cannes, il y avait pas eu. Parce qu'en général, en Cannes classique, quand il y a des restaurations. Ils sortent 6 mois. 6 mois, un an après, tu les as. Là, c'était pas le cas. Peut-être que aussi, c'est un film qui aurait du mal à trouver son public. Pas forcément par rapport au sujet, mais Bertolucci, maintenant, ça parle à moins de gens, je suppose. Son dernier film, c'était sorti vachement discrètement, qui était pas dingue. C'était Moi et toi, ou Toi et moi, je sais plus, non, c'était Moi et toi. Et c'était pas un grand film, justement, au niveau de la mise en scène, ça venait beaucoup plus simple. On retrouvait pas les grands mouvements de caméra, les grands travelling, ce qui fait la force un peu de son cinéma. Mais je pense que ça tout dit sur le conformisme. Donc, très bon film. C'est un sujet qui a d'autant plus de force aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, puisque d'ailleurs tout à l'heure on parlait encore une fois du vide politique, donc maintenant vide politique du cinéma italien actuel, vide tout court du cinéma italien actuel qui encore sort, on pourra toujours dire le cinéma italien il sort 2-3 bons films par an, oui c'est très bien, avant il sortait 50 chefs-d'œuvre par an. Il y avait 3 Italiens en compétition à Cannes cette année. Ouais, il y avait 3 Italiens en compétition, mais pas forcément des productions purement italiennes. Mais les 3 Italiens, il y en avait 2 qui étaient entièrement en anglais et l'autre avait ils sont gentils leurs films. Moi j'aime beaucoup Nanni Moretti, mais bon, c'est pas non plus quand je veux dire, là on est un film qui a une puissance politique et qui rentre dedans comme c'est à nouveau, c'est ce qu'on sait. Alors, je sais pas si vous avez vu Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon de Elio Petri, mais c'est des films qui sont rentrent dedans sur le point de vue politique, qui sont formellement virtuoses. Tiens, encore des films qui arrivent à aligner une forme incroyable, un côté super grand public, avec grand public populaire, parce qu'il y a des stars, parce que le récit il est visuellement dingue, tu peux le suivre plus ou moins facilement. C'est beaucoup plus accessible que vont l'être des Antonioni ou je sais pas. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir et revoir le conformisme. Moi, ça m'a vraiment transcendé, quoi. Voilà, donc à voir le plus rapidement possible. Et en même temps, je laisse un mot comme quoi le cinéma des Fauvettes est enfin ouvert à Paris. Il ouvre le 6 novembre. Voilà, c'est ça. Oui. Donc enfin, après des années de travaux et puis des mois de retard, il est enfin ouvert. Et là-bas, on pourra enfin découvrir donc la version restaurée du conformisme de Bernardo Bertolucci, sorti en 70, donc ressorti 2015. À découvrir absolument autant sur la forme que sur le fond politique et tout ce que ça raconte. Puis pour les aficionados de Trintignant. Et puis même, c'est un amateur de polar, de thriller. Enfin, ça reste. Enfin, la forme, c'est un thriller, c'est un polar. Ça peut attirer tout le monde. Il y a des gens qui vont voir le film sans être intéressés par le fond politique. Ouais. Et c'est pas un problème finalement. Voilà, ça raconte une histoire aussi. Voilà. Ensuite, maintenant, nous allons passer à notre rubrique hors compétition avec les coups de cœur ou coups de gueule de nos invités. Hors compétition pour cette émission, nous allons commencer d'abord par Céline qui va nous emmener dans les steppes kazakhs avec Le Souffle, sorti en DVD chez Z. Le 20 octobre, il est sorti la semaine dernière. Donc c'est un petit film russe, 3e film d'Alexander Kot, qui est sorti en catimini au mois de juin et qu'il est important de rattraper. C'est je pense, mon coup de cœur de l'année. C'est le film qui va terminer en tête de mon top 10. C'est une splendeur visuelle. Si je peux donner un conseil, essayez de ne rien lire avant de voir le film. Vraiment, ne lisez aucune critique, sinon vous allez être spoilé sur un élément très important. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on parle d'un père et de sa fille qui vont voir un événement surgir et venir bouleverser leur vie. C'est absolument sidérant visuellement. C'est d'une richesse thématique totale. Vraiment, je le conseille 1000 fois. Donc sorti chez Z. Chez Z le 20 octobre. Voilà. Donc coup de cœur pour Mathieu avec Dope.
qui était présenté à Cannes à la quinzaine, qui était à Deauville. Qui a eu un petit trajet en festival tout au long de l'année. Daube, c'est la petite bombe du ciné, pas franchement indépendant, mais c'est produit par Pharrell, c'est produit par Forest Whitaker et quelques autres. C'est un film au cœur d'un quartier black, plutôt sur la côte ouest, et qui parle de trois jeunes lycéens qui essaient de s'en sortir sans tomber dans le trafic de drogue, sans être les mules de leurs voisins barons de la drogue. Et quand on dit ça, on tombe sur des espèces de stéréotypes de ciné, on parlait tout à l'heure des banlieues et tout. Là, pas du tout. Déjà, c'est un film extrêmement visuel, extrêmement... c'est plein de lumière, c'est plein de soleil. Ça veut pas du tout jouer la carte sombre et dramatique, mais plutôt l'aspect, je vais dire positif, mais entre guillemets, quand même, de comment on peut s'en sortir et comment on peut garder un peu le cap d'aller au-delà des circonstances, et c'est surtout un film qui est blindé de toute une galerie d'acteurs plutôt dynamiques, jeunes, et qui ont envie de donner, et d'une bande son évidemment avec Pharrell derrière qui dynamite tout ça. Et du coup c'est un film d'aventure, c'est à la limite les Goonies sans le côté fantastique, mais c'est vraiment ça, on vit 2 heures, 2 petites heures de pure course-poursuite, de hip-hop, de plein de choses qui filent la pêche et qui au final parlent un peu quand même du contexte, mais sans s'apesantir sur la dure réalité des choses. Voilà, donc Dope à découvrir dans les salles, donc c'est de Rick Fumayiwa, et donc à découvrir absolument. Donc, fortement recommandé. Voilà, cinéma indépendant américain, et en cinéma de studio américain, là cette fois ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule de la part de Mais oui, parce qu'on a dit beaucoup de choses positives pendant l'émission, et donc il faut aller dans le mal. Voilà, on en a gros. Le côté obscur. Donc le côté obscur, ouais, et donc coup de gueule sur Star Wars, Disney, la promo. On va reprendre la base, c'est Disney a toujours essayé de faire son Star Wars, ça n'a jamais réussi. Bon, ils ont racheté plein de gens, Pixar, Marvel, tout ça. Lucasfilm, tiens, on rachète Lucasfilm, on refait des Star Wars, alors que George Lucas voulait pas. Je suis un grand fan de Star Wars, donc je suis un peu content. Mais au niveau de la promo, j'en ai vraiment marre, quoi. On est encore à 2 mois de la sortie. On a 2 mois de la sortie. Le pire est à venir. On peut déjà réserver les places. Tu vas sur Allociné, quand tu vas regarder les séances, c'est un gros truc Star Wars, genre réserve ta séance, fais non mais moi je veux voir un truc avant, tu vois. Ouais, je veux voir The Lobster, tu vois. Sauf que déjà toutes les séances du premier jour sont déjà complètes. Enfin... Voilà, et alors moi-même quand ça a été lancé, c'est que j'ai réservé une place, parce que je me suis dit, c'est hallucinant, je me suis dit, mais si je vois pas le film pendant une semaine, et j'ai pris une place au pif à l'UGC Normandie, je sais même pas si je serai là, tu vois, j'espère que je serai aux Arcs, tu vois, par exemple, aux Arcs. Formidable festival. Voilà. Et là je suis au supermarché, je sais pas, je me prends une bouteille de Volvic, il y a le mec, il y a le site dessus, c'est marqué Star Wars sur la bouteille Volvic, je fais mais vous êtes sérieux? Je suis dans la rue, je passe devant Nixon, les montres. Il y a du Star Wars partout, il y a du Stormtrooper, ils ont fait des montres spéciales, et il y en a partout. Et ça devient écœurant, je veux dire. C'était Halloween hier soir. J'en ai pas vu du Star Wars dans les rues. J'ai vu énormément. Je n'ai vu que ça, j'ai l'impression. Et en fait, le film, forcément, c'est déjà un événement sans faire toutes ces choses-là. Et là, on est dans le surévénement, et enfin, personnellement, ça me gonfle. J'aimerais découvrir le truc sans avoir rien vu. J'ai évité les bandes annonces. Tu peux pas éviter les images sur les réseaux sociaux, mais bon, ça c'est commun à tous les films maintenant. Mais là, ouais, on a 2 mois du film, et vu ce qu'ils font, mais je me dis, ils vont repeindre les rames de métro, enfin ça va être hallucinant. Et surtout que, à mon avis, on va vers les 2 milliards de recettes mondiales, mais en plus, on va avoir un film Star Wars chaque année. Oui, c'est ça, il y en a déjà 5 de programmés, donc préparez-vous. Hein. Et j'ai peur d'être gonflé par une saga qui, enfant, m'a amené vers le cinéma, l'amour du cinéma. Donc voilà, coup de gueule contre Disney. Voilà, tu as bien raison de t'élever contre la machine marketing. Donc en dernier conseil, on voulait parler un petit peu de l'exposition Scorsese qu'il y avait à la Cinémathèque, et aussi de la rétrospective de ses films. Qui est un peu partout dans plusieurs cinémas. Ouais. Donc l'exposition, un petit mot sur l'expo. Ouais, je vais parler un petit peu de l'exposition que je trouve... comment dire, c'est assez... J'ai pas été convaincu par toutes les dernières expositions de la Cinémathèque. Celle-là est franchement pas mal faite, surtout pour les... Je dirais pas les néophytes, mais surtout pour ceux qui connaissent que les grandes lignes de l'œuvre de Scorsese, ceux qui connaissent Scorsese à travers Casino, à travers Les Affranchis ou Taxi Driver, c'est plus grand succès. L'expo est assez intéressante parce qu'elle va pas mal sonder ces films moins connus. Alors évidemment, elle va parler de quand même ces films très connus, mais elle va pas mal aller sonder la dernière tentation du Christ, qui est un film génial. Elle va pas mal aller sonder Le temps de l'innocence, etc. Ou toute la partie musicale sur ces documentaires, celui sur Bob Dylan, sur George Harrison, qui sont beaucoup moins connus, ou Shine a Light, qui est plus connu éventuellement.
Alors après, pour les grands aficionados de Scorsese, ils apprendront pas forcément grand-chose, même s'il y a un côté, comment on dit, fétichiste qui est sympa, parce qu'il y a plein de conneries de trucs de Scorsese, etc. Donc ça, là-dessus, c'est toujours sympa, elle est bien foutue. Et puis, on va pas se mentir, c'est surtout le prétexte à se retaper une des filmographies les plus géniales qui soient. Parce qu'un type qui a fait 25 films ou 24, je sais plus, juste avec les fictions, sans compter les documentaires, où pour moi il n'y a aucune fausse note, c'est-à-dire que même son film le moins bon est quand même, je trouve quand même très bien, c'est perso je trouve que c'est La couleur de l'argent, mais je trouve quand même Shutter Island. Ah ouais, bah, pas de chance parce que t'as cité mon Scorsese préféré, et d'ailleurs du coup je vais vous demander juste simplement quel est votre Scorsese préféré. Toi Mathieu? Non. Céline d'abord. Peut-être Casino. Casino. Toi Mathieu? Moi je sais pas, il m'en manque quand même certains, malheureusement. J'ai un grand souvenir d'avoir revu Who's That Knocking at My Door, qui était ressorti au Cinoche, et du coup je me l'étais fait sur grand écran, pardon. Ouais. Et pour autant, chacun de ces films depuis 15-20 ans, ceux que j'arrive à voir sur grand écran, je les apprécie énormément. Voilà, donc j'aime quasiment tout ce qu'il a fait avec De Niro, vraiment quasiment tout avec De Niro. Un au-dessus, non. Et un nom de film, ouais, celui que j'ai le plus vu, je connais quasiment tous les plans, c'est Taxi Driver. Je connais quasiment tous les plans de ce film. Je crois une fois j'ai regardé 2 fois de suite, mais comme un fou quoi. Et toi Alexis? Voilà, bah moi pas original, c'est Casino. Voilà. Donc merci à vous d'être venu, d'avoir participé à cette 4e émission du Festival des bons films. Donc toi Céline, on te retrouve sur Le Bleu du Miroir. C'est toujours ça. Dominique, Silence Action. Voilà. Et toi Mathieu sur Unlike. Tout à fait. Marc, toi c'est Les carnets du lieutenant Schaeffer et Filmosphère. Voilà, je t'ai réveillé, tu vois, ça va. Il était dans Star Wars, J'étais dans une galaxie lointaine, Monsieur Spock, tout ça. Voilà. Et donc moi, à la fois sur Clone Web et Filmosphère. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Donc rappel, abonnez-vous sur YouTube, vous pouvez commenter également l'émission. Aimez-nous sur Twitter ou suivez-nous suivez-nous sur Twitter et aimez-nous sur Facebook. On se revoit très prochainement dans une prochaine émission qui arrivera peut-être au début du mois de décembre. On parlera pas encore de Star Wars, mais d'autres bons films. On parlera de Star Wars. Et d'autres films qui seront sortis en novembre. Donc au revoir et merci à tous. Et on rappelle toujours, allez voir des films c'est bien, mais en voir des bons c'est mieux. Salut. À la prochaine merci fois. beaucoup. Ciao.